bonjour. Je suis très content de pouvoir dire quelque chose sur l'esprit de la collection, l'esprit d'ouverture. Je crois que le cœur de tous les livres qu'on a publiés, de ce qui a constitué ce qu'on voulait faire, c'était de montrer qu'il y a des réponses aux problèmes qu'on peut avoir, à la volonté de changement, à la volonté d'être plus juste, d'une manière vraiment neuve. Parce que pendant longtemps, on considérait que si on avait un problème, même qu'on allait voir un psychothérapeute, c'était un peu bizarre, on n'osait pas trop le dire. Et puis dans la vie professionnelle, on ne disait absolument rien. Et je sentais qu'il y avait un changement, qu'on allait accepter de parler de psychologie, de thérapie, sans que ce soit une honte, qu'on allait pouvoir être aidé au travail. On a vu le développement du coaching. On considère que c'est maintenant naturel que quelqu'un dans une entreprise soit à un moment aidé, qu'on lui apprenne des savoir-faire, qu'on peut apprendre à mieux parler en public, qu'on peut apprendre à mieux organiser son temps. Des choses qui n'existaient pas du tout il y a encore même une dizaine d'années. Mais ma conviction, c'est que ce discours-là, pour être crédible, devait sortir de tout un discours complètement un peu mièvre, sur le bien-être, essayons d'être cool, d'être zen, d'être calme. Un discours complètement flou, pas du tout responsable, pas du tout éthique, pas du tout rigoureux, pas du tout scientifique. Et que le défi, c'était au fond d'inventer une nouvelle collection, une nouvelle manière de parler de ces sujets. Et j'ai été porté par le développement de la psychologie positive, dont on peut dire que la collection a été la grande introductrice en France. Je crois que j'ai vraiment été le grand introducteur en France de la psychologie positive. Le premier livre qu'on a publié, c'est le livre de Tal Ben-Shahar, L'apprentissage du bonheur. Et les gens ont trouvé ça un peu sympathique, on parle du bonheur. Mais tout le monde n'a pas bien vu la révolution qu'a été ce livre, et pour beaucoup de gens. Parce que pendant longtemps, on ne parle pas du bonheur. C'est pas du tout comme... C'est devenu un peu après à la mode, donc on ne se rend pas compte. Mais moi, quand j'étais enfant, on me disait travaille, réussis et tu seras heureux. Et c'est un peu le discours qu'on disait tout le temps. La révolution de la psychologie positive, c'est de dire mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Études, enquêtes, analyses, recherche sur l'esprit montrent que c'est si vous êtes heureux que vous allez réussir. C'est complètement une autre perspective. Et la psychologie positive a été, je crois, quand même un des mouvements au cœur de la collection. On a publié énormément de livres de différents auteurs, et puis Tal Ben-Shahar, il y a tout un lien qui s'est établi avec lui, sur vraiment cette révolution, au fond, épistémologique. Quand la psychologie positive a été établie par Martin Seligman, elle est née de la découverte que 80% des études qui étaient faites en psychologie parlaient des problèmes des gens, dépression, addiction, etc. On ne réfléchissait jamais qu'est-ce qui fait qu'on sent mieux, qu'on est créatif, qu'on va mieux. Et qu'est-ce qui se passait si on étudiait ça? Et c'est vraiment extraordinaire de voir, de pas seulement penser qu'est-ce que je peux faire si je vais mal, si je suis déprimé, mais qu'est-ce qui me permet d'être plus heureux? Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est ce qui est absolument extraordinaire de toute cette littérature, de tous les livres qu'on a publiés, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. On a beaucoup publié de livres sur comment devenir un optimiste contagieux, qu'est-ce que ça veut dire. Quand on n'a pas trop pensé à ces questions, on pense, bon, il y en a qui sont optimistes, il y en a qui sont pessimistes. Mais toute la découverte de la psychologie positive, c'est de montrer non. Être optimiste, c'est pas croire que demain, ça va être bien en rêvant les yeux ouverts. Être optimiste, c'est parier pour le possible. C'est apprendre à parier pour le possible. Être optimiste, c'est chercher qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation. Et donc, on n'est pas optimiste ou pessimiste, on est optimiste ou alors on pense qu'on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment cette opposition qui est au cœur de la découverte de la psychologie positive. Mais c'est tellement un champ vaste que, par exemple, on demande aux gens « Quand êtes-vous heureux ?» Les gens disent souvent c'est quand je suis en vacances, quand je suis tranquille. Puis quand on regarde réellement, jour après jour, sur une année, quand les gens sont heureux, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est souvent quand ils sont au travail, qu'ils ont un défi à relever et qu'ils peuvent le relever. Si le défi les écrase, ils sont très angoissés, mais s'ils n'ont pas de défi, ils s'emmerdent.
Et donc, au fond, on est heureux quand on a un défi qu'on peut relever. Ce défi a à voir avec une expérience, un état dans lequel il y a une sorte de présence extrêmement... On se sent pleinement présent, on se sent pleinement humain, on se sent reconnu. Une expérience qui a été appelée parfois l'expérience optimale, l'expérience en anglais du flow. Et c'est cette expérience-là dans laquelle, qui est un peu l'expérience que peut avoir, si on prend l'exemple extrême, du grand sportif qui joue sans avoir besoin de savoir comment il fait, mais qui est pris dans le mouvement, ou le joueur de jazz qui improvise. Mais nous, ça nous arrive aussi à des tas de moments d'être pris par cette énergie, on sent qu'on est porté par quelque chose, on s'oublie, on est complètement présent, réceptif. Donc je trouve, moi, ce qui est très aidant, c'est cette manière contre-intuitive dont la psychologie nous parle, de choses extrêmement simples qu'on peut très aisément mettre en application dans nos vies. Mais ce n'est pas juste des trucs, c'est vraiment un changement de paradigme. Et je crois que ça, c'est vraiment la force. Moi, ma conviction profonde, c'est que la psychologie positive est un grand changement, qu'elle est encore trop peu connue, malgré les 10 ans de travail de la collection, donc on a encore du boulot pour l'avenir. Je crois que c'est vraiment important que ces notions soient introduites aux enfants, soient introduites dans l'éducation, parce que au lieu de vivre les choses comme des échecs, comme des défis, la vie devient incroyablement plus souple. Maintenant, il faut que je fasse une confidence, puisque on peut voir l'après 10 ans. Quand j'ai publié les livres de psychologie positive il y a 10 ans, j'ai senti la révolution que c'était, ce nouveau discours. J'étais extrêmement content parce que je cherchais justement à sortir la possibilité d'être aidé, la possibilité d'être accompagné de tout ce côté complètement mièvre, conseil dont on ne sait pas pourquoi. Mais ça ne me concernait, je ne me sentais pas entièrement concerné. Et je dois dire qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait vraiment concrètement. Et j'ai dû aider des proches qui ont été dans des moments de grande difficulté. Et c'est surtout à ce moment-là que j'ai vu à quel point c'était juste. J'ai accompagné des gens qui ont traversé des graves difficultés. Je leur ai donné quelques-uns des approches de la psychologie positive et j'ai vu comment ça les avait aidés. Un des grands exercices qu'on a fait connaître en France, c'est l'exercice des 3 gratitudes, avec le livre d'Emmons qui a été après répété par beaucoup d'autres auteurs français, parce que ça les a beaucoup marqués. Et l'idée d'Emmons est vraiment... c'était tellement simple. Au début, quand je l'ai lu, je trouvais que c'était bon, c'était bien, enthousiasmant, tout ça. Mais en le faisant, j'ai vu à quel point ça changeait vraiment les choses. Alors l'exercice est tout simple, c'est tous les soirs, noter 3 choses pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Alors c'est pareil, c'est tout à fait surprenant, parce que si vous faites l'exercice, et j'invite tout le monde à le faire pendant quelques jours, vous verrez, alors si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants, vous verrez que ce que vous allez noter, pourquoi vous avez la gratitude dans la journée, c'est pas ce que vous pensez. Vous allez chercher, vous allez regarder, ah oui, tiens, comment telle personne m'a offert un café au bureau. Je n'avais même pas vraiment remarqué, mais au fond, ce moment-là, il m'a vraiment touché. J'ai senti un moment de gentillesse, et là, j'ai envie de dire merci. Ou j'étais dans le métro, et il y avait une femme un peu âgée, et quelqu'un lui a donné sa place, et la manière dont elle a souri, ça m'a vraiment touché. Et donc, vous avez envie de dire merci, et ça change vraiment votre rapport au monde. Donc, personnellement, j'ai fait l'épreuve de à quel point c'était des moyens très, très aidants, mais plus largement, je veux vraiment encore insister là-dessus, ça change complètement le paradigme. Je crois qu'encore aujourd'hui, les gens n'ont pas compris, il y a encore une certaine forme de défiance, voire d'un peu de snobisme. On n'a pas encore compris qu'il y a une possibilité d'aider les gens qui soit fondée sur des recherches scientifiques, qui éclairent profondément et qui peuvent rendre service. Alors le cœur de ces changements s'explique par la neuroplasticité, dont aussi nous avons été les premiers à publier un ouvrage majeur sur le thème. La neuroplasticité, c'est un truc mais complètement, absolument incroyable, qui est aussi encore trop peu connu. Moi, quand j'étais à l'école, on m'avait expliqué, après 20 ans, chaque année, vous allez perdre de vos neurones. Eh bien, c'était faux. On sait aujourd'hui que le cerveau a la capacité de se régénérer. C'est ça qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Et donc,
il y a des apprentissages qui peuvent nous aider. On peut apprendre à être plus heureux. On n'est pas condamné par la biologie. On n'est pas condamné par notre histoire. On n'est pas condamné par ce qui nous arrive. Et la neuroplasticité, c'est aussi, alors c'est encore plus étonnant, c'est qu'on a vu que des gens qui ont des accidents et qu'une partie de leur cerveau était abîmée, une autre partie du cerveau réussit, dans certains cas, à prendre, à agir à la place de l'aire déficiente. Ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on pouvait penser du cerveau humain. Donc vous voyez, c'est vraiment une sorte de révolution scientifique qui éclaire nos comportements et qui montre que ces changements... Parce que pendant très longtemps, il y avait la dichotomie. Il y avait le côté, disons, on pourrait dire, psy-thérapeutique, d'aide, qui était un peu irrationnel, on donnait des conseils, on ne sait pas trop, et puis l'ordre rationnel. Et ce que je voudrais vraiment dire, cette dichotomie n'est plus vraie. La rationalité est du côté de la recherche, que j'appelle la recherche d'aide. Elle est, elle, rationnelle. Et nos comportements se sont souvent figés et sont irrationnels. On croit agir pour le mieux et on ne se rend pas compte qu'on est prisonnier de tas de règles, de peurs, de comportements qui ne sont pas justes. Et ces livres, je suis le premier à être impressionné, ces livres changent notre perspective. Ce que j'ai vu pendant ces 10 ans, c'est l'incroyable créativité et l'évolution de la recherche. Il y a de nombreux laboratoires dans les universités, particulièrement anglo-saxonnes, qui ne cessent d'essayer de trouver de nouvelles approches et de nouvelles manières. Donc ça, je crois que ça, c'est un des grands axes de la collection. Le second grand axe de la collection, c'est de présenter la pratique de la méditation. La pratique de la méditation apparaissait un peu au début de la collection, encore il y a une dizaine d'années, comme quelque chose de vraiment un peu bizarre, encore un peu connoté à quelque chose d'un peu peut-être un peu spirituel, voire religieux. Aujourd'hui, on a compris que c'est quelque chose de simple, que c'est aussi simple que de se laver les dents, on peut pratiquer un peu, c'est une manière de revenir au moment présent, de se ressourcer. Moi, je dis souvent, mes grands-parents, ils regardaient le feu de cheminée, ils pouvaient rester en silence, ils n'avaient pas besoin de faire un selfie et de l'envoyer à leurs copains en disant « Regarde, je suis devant le feu de cheminée », ils pouvaient rester en silence, on ne les prenait pas pour des gens mystiques, je ne sais quoi, mais aujourd'hui, nous avons vraiment perdu cette habitude de rester quelques minutes en silence, de redécouvrir le bonheur de la présence. Et donc, on a publié des livres qui présentent cette dimension de présence par des grands auteurs extrêmement inventifs et en rapport à une réflexion thérapeutique. Moi, je viens de là. Avant de diriger la collection, ma vie consistait d'abord à enseigner la méditation. Et maintenant, je fais les deux. J'enseigne la méditation et je publie des livres dans la collection. Et ce qui me frappe, c'est l'incroyable aussi inventivité des grands auteurs de méditation américains qui, au lieu d'être figés, en France, on a une idée des fois un peu figée. Les Américains, là, des fois les Américains, ils sont un peu bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais ils ont aussi des fois la capacité d'essayer d'être libre. Et ça, c'est cet aspect-là que j'ai trouvé très aidant. Par exemple, on a publié comment la méditation peut aider en temps difficile. Une lueur dans l'obscurité de Jacques Canfield. Donc on a réussi à publier, on a vu comment les auteurs cherchaient des manières différentes. Et puis on a aussi publié le livre de Thich Nhat Hanh sur l'enfant intérieur. Et on voyait aussi une autre approche, c'est-à-dire Thich Nhat Hanh, vraiment à la fin de sa vie, a reformulé tout ce qu'il a dit en laissant tomber tous les termes bouddhistes, etc., en montrant qu'au fond, l'expérience de la méditation, c'est peut-être de faire la paix avec l'enfant intérieur qu'on a oublié, qu'on a malmené, et qu'on peut lui reparler, le reprendre avec soi. Et c'est ça qui va donner la possibilité d'un profond apaisement. Et moi, c'est ça que je trouve très, très exaltant, c'est qu'il y a vraiment un travail de recherche et de pointe. Pour la plupart des gens,
la recherche de pointe ne se situe pas du tout dans ce domaine d'aide. On a l'impression que là, on a des recettes qu'on répète. Et en fait, la collection est née pour accompagner ce changement très profond qu'il y a, au contraire, des points de recherche extrêmement importants. L'axe qui à partir de la méditation, une des choses qui me passionne, c'est toute la recherche sur la bienveillance, la compassion, dont on a publié aussi beaucoup de livres, qui reste une notion difficile à transmettre parce qu'on est un peu ennuyé avec les termes. On ne sait pas trop que dire. Les notions de bienveillance, de compassion, d'altruisme sont un peu le parent pauvre de nos sociétés. Pour une raison très simple, c'est que notre société s'est laïcisée, et en se laïcisant, elle a considéré que ces notions étaient du domaine du religieux. Et je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est comment on peut comprendre que non, la bienveillance, la compassion, peut-être il faut trouver d'autres termes, ne sont pas des choses de l'ordre du religieux, mais quelque chose de fondamental de notre existence humaine. Ça, c'est le grand livre de Karen Armstrong sur la charte de la compassion, qui est une militante, était d'essayer de montrer que c'est une règle absolument intangible de l'humanité, ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on me fasse, et comment il faut promouvoir cela, et que souvent les religions ont failli à transmettre ce modèle-là. Donc moi, je serais un avocat pour qu'on fasse rentrer dans le champ laïque ces dimensions, ces vertus. C'est très étrange parce que la société, la population occidentale sont très compatissants. On voit que pour les causes, les gens donnent, s'engagent. Donc c'est là, mais on n'arrive pas vraiment à le penser. Et je crois que ça se manifeste par une dureté, une violence générale qu'il faut remettre en question. Puis il y a un autre aspect absolument éclairant, c'est que pendant longtemps, le champ scientifique, avec la pensée néo-darwinienne, a pensé que l'évolution s'établissait au fond, celui qui est le plus violent réussit à s'imposer. On sait aujourd'hui, toutes les recherches le montrent depuis une quinzaine d'années, que ce modèle scientifique n'est pas valable, que la coopération joue un rôle aussi important et que l'analyse unilatérale de la sélection ne permet pas de rendre compte l'évolution de l'humanité, que les mammifères se sont développés en prenant soin de leurs petits, en ayant une dimension d'altruisme, comment les premiers animaux ont fait des nids pour leurs petits, etc. Donc on commence à vraiment changer de paradigme. Maintenant, j'ai bien conscience que on a encore du travail à faire parce qu'on ne sait pas trop nommer ça. Par exemple, le mot compassion n'est pas excellent parce qu'on a l'impression que compassion veut dire souffrir avec. Donc on n'arrive pas à comprendre qu'il ne s'agit pas de souffrir avec, il ne s'agit pas d'être bon, avec dans ce côté un peu moralisant. Il s'agit de repenser autrement la relation. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance et la compassion? C'est de penser autrement la relation. Le livre de Thupten Jinpa, N'ayez plus peur, est un livre majeur parce qu'on voit quelqu'un qui vient de la tradition du bouddhisme tibétain et qui a rompu ses vœux de moine, qui a épousé une occidentale, une québécoise, et qui, au contact de la pensée occidentale, va remettre en question des choses de la pensée orientale et va travailler à l'université de Stanford avec des chercheurs pour mettre un programme qui va développer la compassion pour le faire entrer dans les écoles et pour le faire entrer dans les entreprises. Et c'est ce programme qu'il présente dans le livre. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est on sent qu'on est au début d'un nouveau changement de paradigme. Je crois que la psychologie positive et la méditation sont un peu compris. Il reste des choses à faire pour que ça se diffuse plus avant. La notion de bienveillance, c'est encore un défi qui nous reste à venir. Et ce qui est très étonnant pour moi, c'est que c'était des champs un peu à part. Et qu'aujourd'hui, les grands auteurs de psychologie positive se sont tous tournés vers la méditation parce qu'ils ont cherché qu'est-ce qui permet d'être heureux, de voir l'impact du fait qu'on soit heureux sur faire une tâche. Alors, par exemple, la psychologie positive, au début, ils ont essayé de montrer que si je suis dans un état positif, optimiste, je vais mieux agir. Donc, par exemple, ils font une enquête. Il y a une dizaine d'années, il y a une enquête. On prend des médecins
et on leur fait faire un test pour voir leur capacité à faire un diagnostic. Quand on est médecin et qu'on doit faire un diagnostic, ce qui est très important, c'est de ne pas être figé sur une idée précise qu'on a au départ, mais pouvoir poser seulement de questions pour pouvoir faire le bon diagnostic. Donc on prend des médecins, on fait le test, et pour des médecins, on leur donne, juste pour les mettre dans un état un peu positif, des bonbons. C'est vraiment simpliste. On leur donne des bonbons, et en plus on ne veut même pas qu'ils les mangent, parce que s'ils les mangent, on pourrait dire que c'est le sucre qui change. Et on voit que si on donne des bonbons à des médecins avant de faire le diagnostic, ça change leur manière de le faire. Donc on voit qu'il y a une manière de travailler sur son état d'esprit qui change notre manière de pouvoir accomplir une tâche. Au bout d'un moment, ils ont trouvé ça un peu, les gens qui font la psychologie positive ont trouvé ça un peu sommaire. Donc ils ont commencé à faire des exercices de méditation courtes, et ils ont vu que c'était quand même un peu plus intelligent et que ça changeait l'état d'esprit. Donc c'est aussi très intéressant de voir comment les chercheurs de psychologie positive dans les universités vont intégrer la méditation. Et comment ceux qui viennent de la méditation ont trouvé dans la psychologie positive une manière de dire quelque chose qui se passe dans l'expérience méditative. Moi, ça m'a donc... Aujourd'hui, quand j'enseigne la méditation, dans les hôpitaux, auprès de dirigeants d'entreprise, à des gens en difficulté, un peu partout. C'est souvent très aidant de parler de la psychologie positive, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Mathieu Ricard, qui a aussi été très marqué par les découvertes de la psychologie positive, qui permettent peut-être de reformuler des intuitions de méditation qui soient très compréhensibles par rapport aux problèmes de notre temps et aux défis que nous rencontrons. Donc je trouve aussi que c'est intéressant, cette rencontre qui a lieu, que rien ne laissait entendre il y a 10 ans, et qui est maintenant un peu un enjeu au cœur de notre société. Donc voilà un peu, je crois, quelque chose comme un des fils rouges de la collection, ce qui ne nous a pas empêché de publier d'autres textes, parce que, au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est aider à promouvoir un esprit d'ouverture, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas fermé par des règles, des préconceptions, une forme idéologique. Donc il y a un esprit aussi de découverte et des rencontres. Et c'est pour ça que je suis très content de publier le travail de Carlo Stringer, que je trouve un homme très engagé et qui montre que promouvoir aujourd'hui l'esprit authentique des Lumières est absolument central, et que cet esprit est complètement dévoyé, et qui montre entre autres qu'aujourd'hui la notion de tolérance devient le contraire de ce qu'elle était. Pour les Lumières, l'esprit de tolérance était le fait de pouvoir tout questionner, que rien n'est hors de la possibilité de questionner. Aujourd'hui, au nom de la tolérance, on n'aurait plus le droit de poser des questions, de questionner. Et donc, je suis très content de publier ça. Et la collection est ouverte à ce fait que questionner, c'est ça qui va nous rendre plus heureux, qui va nous aider. Et donc, je crois que on voit aussi par là que ce qui rend quelqu'un heureux, c'est pas juste un truc, c'est une possibilité de retrouver la responsabilité par rapport au monde, un engagement éthique et en même temps des questions extrêmement pratiques. Et je crois qu'on souffre beaucoup d'une dichotomie. Soit on serait dans l'éthique et la pensée, soit on serait du côté du pratique. Et je ne citerai personne, mais je me souviens, quand on a publié les premiers de la collection, il y avait des tribunes dans certains journaux se moquant de l'apprentissage du bonheur par des auteurs qui, 2 ans plus tard, ont publié un livre sur le bonheur, moins bon en plus que celui de Tal Ben-Shahar. Mais ce que je voulais souligner, c'est parce que, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que pendant longtemps, il y a eu une séparation radicale. D'un côté, il y avait les sciences humaines, de l'autre, ce qu'on appelait le développement personnel. Ma conviction, c'est que cette dichotomie n'est pas légitime, que quelqu'un peut pouvoir être aidé en lisant un livre qui lui présente la pensée chinoise ou la pensée de Confucius, ou un livre qui va l'aider à organiser mieux son temps dans la journée. Ce n'est pas 2 choses différentes. Si c'est fait avec rigueur, si c'est fait de manière incarnée, si ça aide vraiment les gens, je crois que cette dichotomie n'est pas légitime. Donc la collection veut sortir de l'enfermement entre une sorte de développement personnel un peu égocentrique et pas très rigoureux, et des sciences humaines souvent un peu désincarnées,
pour montrer qu'il y a des passerelles, d'autres manières de faire, une autre manière de penser, qui soient à même de nous répondre. Ce qui ne veut pas dire après qu'il n'y a pas plein de manières d'aborder les choses, mais je crois que ça c'est une nécessité. Une nécessité aussi parce que notre temps est confronté à une crise majeure que personne n'avait pu pressentir, puisque tout le monde pensait qu'avec quand même la stabilisation d'un certain niveau de croissance, les gens allaient se sentir mieux. Personne n'avait pensé que nos sociétés occidentales allaient être confrontées à une augmentation du mal-être, à une augmentation du niveau de dépression, une augmentation du taux de suicide chez les jeunes, une augmentation des burn-out. Et je crois aussi que la responsabilité de la collection, c'est de répondre à cette situation, sans parler de manière moins dramatique, mais quand même du mal-être de tant de jeunes qui ont du mal à comprendre comment l'éducation répond à leur aspiration d'être des êtres humains, de grandir. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité de la collection, une responsabilité même collective aujourd'hui, de pouvoir répondre à ce problème. Et la seule manière de répondre à ce problème, c'est de parler à la fois très concrètement, mais de manière responsable, intelligente et fondée scientifiquement. Et je crois que c'est là ce qu'essaye de faire la collection. Et dans le même temps, dans le panorama éditorial, il y a quelques autres éditeurs qui se sont aussi engagés dans cette direction et ont beaucoup aidé la situation. Donc la collection L'Esprit d'ouverture a trouvé place dans un champ éditorial dont certains acteurs ont aussi compris ce changement et essayé de l'accompagner. Et je crois que nous sommes aujourd'hui à un moment important où cette possibilité-là, que des livres d'aide peuvent vraiment rendre service aux gens, devient audible. Souvent, les gens sont un peu découragés, ils ont l'impression qu'autrefois, il y avait des grands sages, on pouvait penser, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour ça. Et je crois que la collection montre que non. Ça a pris des nouvelles formes, ce qui autrefois avait la figure de la sagesse, aujourd'hui, on veut que ce soit établi sur de la recherche, on veut essayer de comprendre, on veut que ce soit basé scientifiquement, que ce soit en dialogue avec d'autres disciplines. Mais je crois que cette perspective profondément humaine, cette perspective d'espérance, cette perspective que les gens peuvent transformer leur vie, se trouve là encore aujourd'hui. Et c'est ça que nous proposons dans les livres que nous publions dans l'Esprit d'ouverture.